pointe extrême ouest de cet énorme bloc que forment les calanques. Alors, le Capo Rosso, c'est le point culminant également de ces calanques, et il culmine à 331 mètres de hauteur. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, il y a également une tour qui est construite au sommet du cap. On en parlera dans un instant. Voilà, nous sommes donc pile au pied du cap et s'ouvre une crique ici qu'on appelle la piste suédoise. C'est pour durer. Il s'agit là tout simplement d'un des trônes de Poséidon, le dieu de la mer. Eh ben oui. Ouais. Donc il en a fait poser un là, il vient de temps en temps siroter un alcool local en admirant un des plus beaux couchers de soleil au monde. Et on le comprend. Voilà, ensuite, juste après le trône, on voit une arche, donc une très belle arche qui s'ouvre sur le golfe de Porto, l'arche du Capo Rosso. Et tout autour de nous, tout autour de la crique, des failles, des petites grottes avec au fond, si vous regardez bien, des plages de galets. En fait, jusque dans les années 60, vivait ici, dans le golfe de Porto, une colonie de phoques moines qui appréciait particulièrement cette crique pour venir se reproduire. Donc, je vous disais que Poséidon vient admirer un des plus beaux couchers de soleil au monde, et le soleil se couche donc sur... il éclaire donc le golfe de Porto, le golfe de Girolata, devant nous la presqu'île de Scandola et les calanques de Piane sur notre droite. Tout cela a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1983. Ce qui qualifie donc le caractère exceptionnel de beauté et de préservation de la nature de cette côte. Alors ça, il y en a plusieurs dans les calanques, ça dépend vraiment beaucoup des conditions de mer, hein, de la direction de la houle. Alors ça c'est exceptionnel, nous c'est même une des rares fois où on le voit souffler là. Alors donc deux mots sur l'endroit. Donc les calanques de Piane sont quasiment, pratiquement inaccessibles par voie terrestre. Enfin, les calanques sont accessibles, on peut marcher sur les crêtes au-dessus, on ne peut pas descendre sur les rivages, on peut seulement y accéder par voie maritime. Ça en fait un endroit extrêmement tranquille, particulièrement apprécié au printemps des oiseaux migrateurs, enfin des oiseaux de mer notamment. On va trouver des goélands, on va trouver plusieurs types de goélands, on va trouver des cormorans également, une centaine de couples qui nichent entre la réserve de Scandola et ici. Et puis vous en avez peut-être entendu parler, le balbuzard pêcheur, un rapace emblématique en Corse, un rapace dit de taille moyenne, ça veut dire qu'il peut faire quand même jusqu'à 1,80 m d'envergure, un animal assez sauvage, qui apprécie pas beaucoup la présence humaine, qui a en plus failli disparaître parce que considéré comme les phoques comme un nuisible. On n'en dénombrait plus que 3 dans les années 70, alors que le dernier phoque disparaissait. Et désormais, grâce aux efforts du parc naturel régional de Corse, on en dénombre une trentaine de couples qui reviennent tous les ans nicher entre les calanques de Piane et la réserve de Scandola. Alors l'autre caractéristique de cet oiseau, c'est qu'il fait des nids absolument énormes. Il concurrence largement les cigognes. Et on va justement passer sous un de ces nids. On en a un très très beau... juste au pied du Capo Rosso. Il est actuellement sur notre avant-droit. Alors le balbuzard, petit à petit, ça va devenir ce bel édifice, en une dizaine d'années à peu près. Alors, il paraît qu'ils s'y reprennent des fois, plusieurs fois. Les jeunes mâles ne construisent pas tout de suite un beau nid comme ça. Hein. C'est une technique à acquérir. Voilà, donc ça c'est le balbuzard pêcheur, donc un oiseau emblématique de la région. Voilà, donc nous longeons ces falaises très impressionnantes maintenant. Là, on voit parfois, vous allez voir comme des colonnes qui tombent
dans la mer. Alors, la particularité du petit peu, on va se rapprocher un peu plus de la côte là. Il y a de temps en temps des phénomènes dus à l'orientation de la houle, comme tout à l'heure, de trous souffleurs. Alors bon, c'est un peu aléatoire, hein, il faut que le train de houle arrive au bon moment, mais ça peut être assez impressionnant. Donc on va se rapprocher un peu dans l'espoir de voir la falaise souffler et nous asperger copieusement d'ombrage. C'est pas si mal. Voilà, donc on va poursuivre notre pérégrination le long de ces belles falaises. Il y a d'autres petites surprises. Alors pour ceux que ça pourrait inquiéter, là, il y a des marques noires, vous avez certainement remarqué, ces marques noires tout au bord des falaises, hein, enfin à la base. Alors c'est pas de la peinture ou de la pollution, hein, c'est les plantes du maquis qui sont habituées aux conditions extrêmes, hein, donc conditions méditerranéennes, c'est très peu de terre, des chaleurs parfois intenses, très peu de pluie, hein, comme actuellement cette année, déjà 6 mois sans pluie. Donc ils sont parfaitement adaptés et elles s'installent. Et le plus impressionnant, c'est surtout les arbres que vous allez voir un peu plus loin dans la promenade. Il y a des arbres qui poussent quasiment à flanc de falaise, dans le vide. Et ils utilisent leurs racines tout autant pour s'agripper que pour chercher de l'eau. Alors donc on va manœuvrer pour se placer devant, et puis vous inquiétez pas, on va manœuvrer de manière à ce que tout le monde puisse la voir, c'est pas la peine de trop se déplacer. Pour voir cette fenêtre grande ouverte donc sur le golfe de Porto. Pour ceux qui veulent voir absolument la Corse, c'est juste au-dessus en fait, c'est au nord de la Sardaigne. Si vous regardez, vous remontez au-dessus de la fenêtre, sur la palette, vous allez voir un toit rocheux, alors c'est le Cap Corse. Il y a un arrondi sur sa gauche, c'est la Balagne, hein, la côte nord-ouest de la Corse. Donc voilà, donc on a la Corse juste au nord de la Sardaigne, la géographie est donc respectée. Beau, hein, sur sa partie gauche. Voilà, donc il faut regarder l'îlot à gauche. Celui qui est le plus au large, et petit à petit, à gauche, hein, c'est à gauche que ça se passe. Voilà, il se découpe là sur le ciel maintenant. On voit bien contre-jour, la gueule ouverte. Le phoque des Calanques, voilà, qui regarde passer des bateaux de promeneurs. Et lui au moins, bon, il va pas voler du poisson dans les filets des pêcheurs, donc il ne risque rien. Voilà, surtout sur la pointe extrême de la pointe, pardon, la partie la plus au large de la pointe, on a vraiment les deux roches qui se sont mélangées de manière assez intime. Alors sur la droite, vous allez voir s'ouvrir une grotte assez profonde, assez grande. C'est la grotte du voile de la mariée. Je crois qu'il en existe une du même nom sur l'île de la Réunion, et pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut beaucoup, l'eau qui va dévaler de la falaise va faire un rideau à l'entrée de la grotte, un rideau transparent, donc par analogie un voile de mariée. Alors peut-être un voile de mariée également parce que ils ont servi en 1943 à cacher des armes et des munitions pour préparer le débarquement en Corse. Ajaccio a été la première ville française, la Corse a été le premier département français libéré en septembre 1943. Donc on y est, hein, c'est dans quelques jours les commémorations. Et donc il faut saluer ici notamment la performance du sous-marin Casabianca, commandé par le capitaine de corvette L'Herminier,
qui a débarqué en tout 35 tonnes de munitions dans des conditions très difficiles, dans des endroits comme ça, et qui a également par la suite débarqué des commandos à Ajaccio pour la libération de la ville. Voilà, donc ayons une petite pensée dans ces temps de commémoration pour ces gens qui ont vraiment vécu des heures très difficiles, mais on a réussi quand même le débarquement en Corse, ça a été un des premiers, hein, et le département français, le premier libéré, c'était la ville française qui a été libérée la première, largement avant la fin du conflit, et donc Ajaccio en septembre 1943. Voilà, donc ici on a de beaux phénomènes d'érosion, vous voyez, on a l'impression que la roche va s'effriter d'un coup, et pourtant non, hein, c'est extrêmement dur le porphyre, il y a peu de chances que ça tombe, c'est quand même très impressionnant. Alors, ça fait des fois de la dentelle de roche, vous allez voir, c'est dû au fait que c'est une roche extrêmement dure. Alors, on va rentrer également dans une très belle anse ici. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, peut-être, les appareils de la végétation. Et on se demande où sont ces racines. En fait, elles progressent partout autour de la falaise et il s'agrippe comme ça. Et il a l'air d'y vivre très très bien. Pourtant, l'environnement est vraiment extrême, hein, d'autant plus que c'est un environnement salin, donc très agressif. On en voit quelques autres. Alors, on va passer au droit d'une falaise là qui se termine par en hauteur par une espèce de grand pan incliné. Si vous regardez au-dessus, actuellement, il y a un arbre évidemment, et au sommet de l'arbre, on voit comme un petit animal, comme un lézard ou un petit dinosaure qui trône là-haut. On distingue une tête et une queue crénelée. Voilà, c'est encore une surprise de l'érosion. Voilà, donc nous arrivons quasiment à la fin de notre promenade le long des Calanques. Vous voyez sur les hauteurs... Hybride, ah oui, ils sont électriques.